Merci de rester à notre compagnie pour la seconde partie de New World Forum. Cette fois-ci, nous recevons Aimé Tchabouré-Gogué. Monsieur Gogué, bonjour. Bonjour Gilles. Vous êtes le président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ADI, parti d'opposition au Togo. Vous êtes membre de la coalition des 14 de l'opposition. Ou faut-il dire maintenant des 13 de l'opposition? Nous disons toujours que c'est 14. C'est 14 dans la mesure où on n'a pas eu formellement une notification que quelqu'un est parti de chez nous. Et ce n'est pas nécessairement une lettre, mais peut-être appeler un des responsables, dire écoutez, je suis plus avec vous. On n'a pas eu ça pour le moment. Donc, mais tout le monde constate publiquement. Le MCD a dit qu'il n'est plus membre de la coalition des 14. Il n'a pas intégré la C14 en tant que membre de la C14. Il a intégré en tant que membre du groupe des 6. Le groupe, la coalition Arc-en-Ciel. Non, groupe des 6. Groupe des 6. Ouais. Votre groupe. Voilà. Est-ce que vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous... Je n'ai pas encore constaté. Je n'ai pas encore constaté. Mais ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est la solidité de ceux qui y travaillent. Ça peut être une marque déposée. Ça peut être C14 alors qu'on est deux partis. Alors, franchement, comment allez-vous, professeur Gogué? Moi-même, je vais très bien. Peut-être une petite grippe qui m'inquiète. Adi va bien. La C14 aussi va. Évidemment, la population était choquée par ce qui est arrivé le 20 décembre. Pas choquée, c'est-à-dire la population pense que... la population pose des questions. Vos militants, vos partisans, non? Comme... Nos partisans, nos partisans un peu moins que la population en général. Vous savez que tous ceux qui ne sont pas partis aux élections le 20 décembre ne sont pas nécessairement nos militants. Donc il y a des sympathisants, des gens qui ont approuvé cette idée de ne pas aller aux élections. Mais à la fin des élections, ils s'interrogent sur le fait que l'Assemblée nationale est monocolore et que les députés qui sont là ne sont pas élus par eux, donc manquent de légitimité. Donc ça, c'est... Je rappelle que vous étiez dans l'ancienne législature, oui. Vous étiez député, oui. Et donc vous ne siégez plus à l'Assemblée nationale. Oui. Comment vous sentez-vous? Non, je ne regrette pas de ne pas avoir participé aux élections, parce que je trouvais que ça n'allait pas refléter le sentiment de la population. Donc c'est pourquoi je n'ai pas participé. J'aurais pu participer, gagner, mais déclarer échouer, non élu. Donc c'est ça. Bon, d'un côté, il y a avantage dans la mesure où j'ai plus de temps de m'occuper du travail de terrain. On va reparler de tout ça, mais je voudrais qu'on commence par la dernière actualité au niveau de la coalition des 14. C'est la nouvelle marche de protestation que vous avez organisée samedi. C'est votre première sortie après les élections législatives du 20 décembre. Vous étiez dans les rues. On va voir les images certainement tout à l'heure. Le premier constat, c'est qu'il n'y a pas eu monde. Est-ce que c'était un fiasco, comme le disent oui, c'est trop dit. On n'a pas visé nécessairement un nombre donné de gens. Évidemment, on aurait voulu qu'il y ait beaucoup plus de monde. Il y a plusieurs raisons. Disons qu'on n'a pas atteint le nombre qu'on avait au préalable auparavant. Donc ça, c'est évident pour tout le monde. Plusieurs organes ont parlé de milliers de personnes. Non, ça dépasse, alors que vos manifestations... Non, ça dépasse des milliers. Ça dépasse 1000. C'est beaucoup plus nombreux. N'oubliez pas qu'il y a aussi des manifestations à l'intérieur du pays où il y a une mobilisation relativement importante. Lomé, il va de soi que, disons que les gens ne sont pas sortis comme auparavant. Ça, c'est un fait qu'il faut reconnaître. Plusieurs raisons à ça. Il y a des raisons externes à nous et des raisons internes à nous. Le déploiement des forces de sécurité a certainement... Les forces de sécurité ont toujours été déployées. Là. Non, ils ont adopté des techniques hier qui sont... Lesquelles? Non, ils passaient lorsque les jeunes s'attoupaient, ils passaient dedans en vitesse ou bien quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui peut décourager la mobilisation des gens. Bon, ce n'est pas leur rôle, en fait. Ils sont là pour encadrer et non pour intimider ou bien pour effrayer. Bon, mais disons que ça ne peut pas être la seule raison pour laquelle les gens ne sont pas sortis. Nous ne pouvons pas nous contenter de ce comportement des forces de l'ordre, que nous regrettons par ailleurs, pour justifier le fait que beaucoup de Togolais ne sont pas sortis. Beaucoup de Togolais ne sont pas sortis, peut-être qu'on n'a pas pris du temps pour faire la campagne, pour mobiliser les gens. Ça aussi, il faut le reconnaître. Ça aussi, c'est dû peut-être à un dysfonctionnement du système d'information au niveau du ministère, parce que le ministère s'octroie le droit de nous imposer des itinéraires, alors que la loi ne l'autorise pas. La loi autorise et demande
que nous discutons entre nous. Si nous ne sommes pas d'accord, en ce moment, il peut y avoir d'autres moyens. Mais le gouvernement, le ministre ne discute pas avec nous et impose. Donc, et puis, le fait d'avoir choisi le même itinéraire qu'on utilisait auparavant, ça aussi, ça n'a pas motivé les gens à venir. Et puis, il y a quand même, il faut reconnaître le choc de fait que l'Assemblée nationale soit monocolore aussi, n'a pas légèrement aidé. Nous avons beaucoup de travail de terrain à faire. On reviendra sur ce terme, parler de monocolore, mais certains disent que... qui sont indépendants. Oui, et puis des partis d'opposition. Vous disiez tantôt que vous n'avez pas eu le temps de sensibiliser les gens, mais... Est-ce qu'on peut prendre cet argument? Parce que la marche était d'abord prévue pour le 14 janvier. On peut le prendre. Vous l'avez reporté sur le 26. Vous saviez que c'était une sortie quand même Non, on le sait. Quand on n'a pas eu le temps, c'est dans la mesure où les itinéraires, les vies n'étaient pas nécessairement déterminés. C'est difficile de faire une grande campagne de mobilisation en ce moment. Nous l'avons toujours éprouvé, ce problème. Bon, nous avons l'intention de discuter avec le ministère sur des itinéraires alternatifs. Et à partir de là, il faut qu'on se mette d'accord sur les itinéraires possibles qu'on peut exploiter. À partir de là, on aura beaucoup plus de temps à mobilisation. Si vous faites attention sur nos tracts, on n'a pas pu mettre des itinéraires. Donc, il faut attendre qu'on soit d'accord avec le ministère sur l'itinéraire avant de diffuser. Donc, ça a aidé. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait une grande campagne de sensibilisation des gens. On en a fait. Est-ce que la marche d'hier est nécessaire selon vous? Bon, on en a discuté. Disons que, bon, vous savez, moi, la marche n'est pas nécessairement la seule façon de manifester ou bien de lutte. Oui. Bon, ça, c'est ma position personnelle. Bon, est-ce que c'était trop tôt ou pas? Vous savez, parfois, vous êtes obligé de mener certaines actions pour satisfaire peut-être les militants ou bien les gens. On a senti au début que la population était très choquée par ce qui s'est passé le 20 décembre. Ils avaient la volonté de manifester ce mécontentement à travers des marches, des manifestations. C'est ça qui nous a poussé à faire ça. Mais sans quoi, on prendra le temps pour mieux organiser les manifestations poursuivies, en sachant que les marches ne sont pas nécessairement le seul recours. Oui, mais donc finalement, est-ce qu'on ne peut pas constater un échec Échec, je vous dis que c'est trop dire. Échec, c'est trop dire dans la mesure où c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sortis, mais je vous dis, il y a eu des manifestations à l'intérieur qui ont eu certainement du succès, et de deux, on a pu faire notre message. L'important, c'est le message qui a été adressé, et puis ça va permettre de diffuser à travers... On peut lancer des messages sans manifestation. Oui, mais c'est pas un risque inutile que vous avez pris, dans la mesure où même certains d'entre vous ont tiré sur la sonnette d'alarme. Certains membres de la coalition des 14 ont mis des doutes sur vous savez, dans un mouvement, c'est très facile de dire que vous mettez des doutes sur une stratégie lorsque vous êtes dans un groupe. Vous voyez, c'est facile de sortir et puis raconter des histoires. Il est possible que d'autres ont mis des doutes beaucoup plus sérieux que ceux qui se baladent d'antenne en antenne pour raconter des histoires. Lorsque vous êtes dans un groupe, vous devez participer au groupe, participer aux discussions dans le groupe et défendre vos intérêts. Pas vos intérêts, défendre vos idées. La stratégie que vous proposez. Une fois que vous défendez, ça n'arrive pas, vous devez être assez humble pour vous dire que vous êtes être humain, vous pouvez vous tromper. Si il y a certains cas, des gens qui étaient contre certaines manifestations qui ont eu du grand succès auparavant. Donc, ils n'ont rien dit à ce moment. Maintenant, comme il y avait des problèmes, c'est facile de dire avant, bon, ça peut ne pas marcher, et puis c'est contre. Non, c'est des risques parfois qu'on prend quand on mène certaines actions. Oui, mais ceux qui ont émis ces doutes sur les antennes dont vous parlez ont évoqué une forme de diktat au sein de la coalition des 14 ça, c'est des histoires. Les minorités ne sont pas écoutées. Qu'est-ce que ça veut dire minorité? Mais vous savez, nous sommes dans un système... au niveau de la coalition, nous discutons beaucoup. Certaines décisions sont prises après 5 heures, 6 heures, 2 jours de discussion. Et c'est après ça que nous prenons la décision. Est-ce que vous pouvez parler du diktat en ce moment? Nécessairement pas. Il est possible que vous soyez là, que vous fassiez des propositions qui n'arrivent pas à passer. Vous avez devoir, si vous êtes dedans, de faire des efforts, convaincre des gens, en dehors des réunions formelles, pour amener des gens à votre compréhension. Donc, vous ne pouvez pas dire que vos stratégies que vous proposez, ça ne passe pas automatiquement, c'est un diktat. Non, moi j'ai eu beaucoup d'idées qui ne sont pas passées. J'ai eu certaines idées qui sont passées. Jean-Pierre a eu des idées qui ne sont pas passées. Et le PNP a eu des idées qui ne sont pas passées. Qui fait le diktat actuellement?
Mais le fait de marcher dans le contexte que nous connaissons juste après les élections législatives, est-ce que ce n'était pas plutôt un acte de désespoir plutôt qu'une Pourquoi stratégie? désespoir? Non, c'est pas un stratégie. Non, quel désespoir il y a? Nous avons dit que les élections ne nous concernent pas. Nous ne regrettons pas du tout de ne pas avoir participé à cette élection. Moi, je ne regrette aucunement. Bon, je suis retraité, je vais me contenter de mon salaire de retraité de professeur qui est amputé en partie. Parce que, bon, amputé par qui? Non, parce que j'avais cotisé lorsque j'étais à Ouaga, malheureusement, ils n'ont pas pris en compte, tu dois recotiser. Bon, c'est pour ça qu'ils ne sont pas amputés d'une manière arbitraire. Donc, peut-être du fait que peut-être un agent de la caisse de retraite n'a pas été très vigilant, moi-même, je n'ai pas bien surveillé. Mais nous avons pris ça en âme et conscience, le fait de ne pas aller aux élections. Nous ne regrettons pas ça du tout. Nous ne regrettons pas. Donc, ce n'est pas un acte de désespoir. Nous revendiquons quelque chose qui n'a pas été encore réalisé. Nous allons continuer à le revendiquer. Mais maintenant, on peut se poser la question si la marche est efficace, a été ou non, peut être efficace, s'il faut adjoindre aux marches d'autres formes de, je ne dirais pas de protestation, d'autres formes de stratégie pour obtenir ce que nous voulons. C'est de ça qu'il faut parler. Oui, justement, vous posez une question intéressante. Selon vous, est-ce que la marche est une stratégie efficace? Bon, vous savez, moi je l'ai dit, je ne sais pas si je ne l'ai pas dit ici. La marche, nous marchons non pas de gaieté de cœur. Moi, je ne suis pas nécessairement pour la marche, pour marcher, non. La marche est un recours auquel nous devons faire appel lorsque on ne sent pas une volonté de la part de nos interlocuteurs pour avancer. Si nos interlocuteurs sont favorables à des discussions franches et sincères, pourquoi on va marcher? Non. Nous devons associer, nous pensons, on doit associer aux marches les discussions. Mais la marche n'est pas nécessairement la stratégie la plus efficace. Mais au fil du temps, est-ce que les marches n'ont pas été banalisées? Je ne crois pas. Je ne crois pas si vous voyez... Mais vous savez, vous dites que pour nous, c'est un échec. Mais il faut voir au niveau de l'autre côté. Vous croyez que tous les militaires, tous les gendarmes, tous les policiers qui mettent dans les rues pour empêcher que nos participants viennent aux marches, vous croyez que c'est gratuit? Tous les Togolais devaient protester comme ça. Pour eux, c'est pour faire la sécurité. C'est la sécurité, ça? Est-ce que vous avez vu une de nos marches violentes? Non. Vous croyez que les agents de force de l'ordre qui sont là, ils sont contents? Mais il faut vous interroger sur... D'accord, ils ont réussi à empêcher certains militants de venir, certains sympathisants de venir aux marches, mais c'est un coût social très élevé, ce qu'ils imposent à la société, ce qu'ils imposent aux forces de l'ordre. Ne pensez pas qu'ils soient contents. Donc, vous non plus, vous n'êtes pas content, donc il n'y a pas de problème. Ah bon, un but partout, quoi. Qu'est-ce que l'autre dit? Daouda le sentimental. Match nul. Match nul. Malheureusement, nous n'avons pas voulu ce match nul. Nous aurons voulu qu'on arrive. Vraiment, pour moi, si vous voulez, de mon fond de cœur, j'aurais souhaité qu'il n'y ait pas de marche, que nous ayons pas qu'il n'y ait pas de marche dans la situation actuelle, mais que j'aurais préféré qu'on puisse discuter, avoir un consensus. Mais est-ce que vous ne confondez pas, au sein de la coalition des 14, les effets d'une marche pacifique avec autorisation, itinéraire bien tracé, à un soulèvement populaire qui... On ne confond pas ça du tout. Si on voulait un soulèvement populaire, on n'allait pas attendre l'itinéraire imposé par le gouvernement. Non. Nous ne sommes pas dans le cas de... En tout cas... Mais qu'est-ce que ça peut changer, une marche où on vous définit des itinéraires, oui. On vous confine même vers les banlieues désormais, vers Bekota, etc. Oui. Vous marchez tranquillement. Et ça permet plus de se dégraisser qu'autre chose. Non, pas nécessairement, parce que l'important, c'est que ça permet aux gens... Le message que nous allons passer après, ça permet aux gens d'être informés, d'être préparés pour résister, pour mieux résister, c'est ça. Mais nous allons, comme je vous le dis, nous allons discuter avec le ministère. Ce comportement de nous confiner à des lieux précis, ça ne nous intéresse pas. Et puis ça ne respecte pas la loi surtout. Ça ne respecte pas du tout la loi, parce que nous avons des itinéraires que nous proposons, ils ne sont pas d'accord. D'accord. Mais il faut que nous discutons. Nous aussi, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils nous ont dit. Pour le moment, on l'a respecté. Mais il faut qu'on s'assoie, qu'on discute. S'il y a d'autres itinéraires, on doit discuter pour voir s'il n'y a pas d'autres itinéraires qui peuvent intéresser nous deux. S'il continue comme ça, il va y avoir des affrontements à un moment donné. On ne peut pas accepter ce diktat du gouvernement. Pas du tout, ça ne respecte pas du tout la loi. Peut-être que nous serons obligés d'avoir recours à la justice pour que la justice puisse trancher, même si le système judiciaire est... Sur l'évaluation de cette méthode,
vous le savez très bien, dans un pays où vous avez eu à faire près de 12 mois de grève générale illimitée sans résultat. L'ANC, l'UFC, après l'ANC a marché pendant longtemps sans résultat. Pourquoi vous pensez aujourd'hui que dans les mêmes conditions, les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets? Non, n'oubliez pas, si vous avez vu à partir du 19 août 2017, les gens qui ont marché, c'était sérieux. Il y avait beaucoup de monde et puis ça tendait un peu vers la violence. Bon, ça peut faire changer les choses, c'est ce à quoi nous avons pensé. Bon, peut-être qu'on s'est trompé, mais on espère que l'important, c'est que le gouvernement doit se poser des questions. Lorsque une grande partie de la population manifeste, vous avez le devoir de les écouter. Si vous êtes un gouvernement responsable, si vous n'êtes pas responsable, vous êtes plutôt habitué ou vous voulez seulement conserver votre pouvoir, ça c'est autre chose. Mais c'est notre seul recours. Comme nous engageons dans un système de non-violence, nous espérons qu'ils vont comprendre. Et nous espérons, vous savez, les marches non-violentes que nous faisons, ça, un objectif aussi, c'est de conscientiser les gens qui auraient pu participer, même nous. Je vous l'ai dit, même la C14 n'avait pas anticipé ce faible taux de participation aux élections législatives. Même nous, on avait pensé. Est-ce qu'il y a eu un faible taux? On parle de 60%. Oui. C'est du n'importe quoi. Même moi, j'étais sur... Vous, les chiffres ont été manipulés? Pas manipulés, même manipulés, c'est trop faible. Moi, j'ai été sérieusement surpris. Non, je suis sincère. Moi, je croyais que le taux de participation était faible seulement à Lomé. Mais quand je suis parti à l'intérieur, dans les villages même, parce qu'à Lomé, les gens disaient, bon, c'est possible que le ministre de la Sécurité ait commis une erreur en disant aux gens, vous ne pouvez pas faire le déplacement interurbain des véhicules est interdit. Bon, les gens m'ont dit, quand on me voit dans la rue en véhicule, on va savoir si c'est un déplacement urbain ou interurbain, ça peut me créer des problèmes, ils sont restés chez eux. D'accord, mais on peut comprendre, on peut penser que ça crée des troubles. Mais c'est dans les villages. Mais le taux de participation était très faible. Quel est votre chiffre? Bon, moi, ce que j'ai eu, ça devait tourner, c'était autour de 20%. C'est très faible. À l'œil nu, vous avez pu déterminer non, parce que le taux de... Non, pas à l'œil nu, parce que j'ai eu des chiffres dans mes coins, et c'était très faible. Et n'oubliez pas, des gens sont partis parce qu'ils avaient peur que s'ils ne participaient pas, ils allaient avoir des problèmes. Ils sont partis, ils ont voté bulletin nul. Vous avez constaté le taux élevé de bulletins nuls qu'on nous a... C'était élevé. Oui, mais lors des dernières élections, déjà, le taux de bulletin, le rapport de l'Union européenne sur les élections a noté également cette anomalie. Cette fois-ci, c'était très élevé. Ouais. C'était très élevé. Les gens ont dit, vous vous rappelez, les gens ont dit que la première force même, c'était ou bien le parti d'opposition, c'était les bulletins nuls. Est-ce que ça arrivé avant? Non. C'était une caricature, mais le nombre de bulletins nuls a été toujours élevé. Non, pas tellement. Pas autant que cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est excessivement élevé. Compte tenu du taux de participation, c'était... Même si c'est le même nombre, avec un taux de participation faible, vous voyez que si c'est le même nombre avec un taux de participation élevé, ça veut dire que le bulletin nul était cette fois-ci relativement très élevé. Mais est-ce que la coalition de l'opposition a fait un travail scientifique pour obtenir ces chiffres sur la participation de ces législatives? Non, nous avions des gens... C'est trop facile de dire... Non, des gens ont participé au dépouillement. Bon, on n'était pas dans les bureaux de vote, mais les gens ont participé, ont constaté. Non, le taux de participation était très faible, ça, il faut le reconnaître. C'est regrettant qu'ils aient gonflé ça. Et gonflé comment? De quelle manière? Parce qu'il y avait les observateurs de la CEDEAO. Les observateurs Non, ils n'étaient pas sérieux. Moi, j'ai été une fois mission d'observation, je l'ai fait à 2 reprises. Et donc, vous n'avez pas été sérieux, hein? Vous n'avez pas été sérieux? Non, c'est qu'on n'a pas la capacité de vérifier les choses. Non, moi, la deuxième fois, ça a chauffé entre nous. J'étais député, j'ai participé, j'ai fait la mission d'observation. Bon, je ne vous dirai pas le pays, mais ça a été très sérieux parce que c'est trop prétentieux. Avec 40 observateurs sur 8000 bureaux de vote, vous vous baladez dans quelques bureaux de vote, vous n'avez pas participé aux travaux en amont et vous ne participez peut-être au dépouillement des bureaux de vote, au dépouillement dans peut-être une dizaine de bureaux de vote. Élections transparentes, c'est quand même grave. Oui, mais moi je parle des 2 experts, comme il parle la CEDEAO, qui ont travaillé de concert avec la Commission électorale nationale. Non, c'est l'audit fichier. Ah, non, ils étaient ils sont restés. Et on n'a jamais eu leur rapport.
Nous n'avons jamais eu le rapport. Est-ce que vous pouvez... En tout cas, je préfère ne pas parler de la facilitation et de tout ce qui s'est passé. Mais justement, on va en parler. Oh, ok, si vous voulez. Si vous voulez, on peut en parler, mais vraiment, non, c'était pas correct. C'était pas correct dans la mesure, si vous prenez les deux experts internationaux, en principe, ils sont venus pour aider le Togo à travers la CENI, mais en principe, ils nous ont vus. Il doit faire un état de lieu de la situation avant de continuer le travail. Mais l'état de lieu de la situation, on devait le voir pour qu'il continue. On n'a jamais eu un rapport. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Non. Non, le rapport, les observateurs, parmi tout ce qu'ils ont recruté, c'est peut-être l'expert constitutionnaliste qui a fait un travail qui a semblé tenir compte de l'opinion, de la vie de tout le monde. Et maintenant, reparlons de cette facilitation qui a débouché sur l'organisation des élections législatives le 20 décembre. Professeur Gogo, qu'est-ce qui n'a pas marché dans la facilitation? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je crois que c'était une erreur d'avoir choisi des chefs d'État comme facilitateurs. Parce que les chefs d'État, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Point 1, premier point. Deuxième point, ils sont en contact direct avec leurs collègues, qui est un des protagonistes de la crise. Vous voyez, donc, le président togolais peut les appeler à tout moment, les rencontrer dans des réunions officielles, et puis envoyer ces gens. Vous voyez, le ministre Bahora courait tout le temps Ghana, Accra, Conakry, Nigeria, Paris, Bruxelles, etc. Nous, on n'a pas accès à eux. On n'a pas accès à eux. Je me rappelle, le président guinéen, on l'a rencontré seulement une fois. Bon, on l'a rencontré une fois quand il était venu pour le sommet du 30-31 juillet, là. Et puis ensuite, on l'a rencontré début novembre. Vous vous rappelez, on est parti à Accra. C'est tout. Oui, mais si vous n'avez pas accès à eux, c'est votre faute aussi, non? Non, on l'a écrit plusieurs fois, on a téléphoné. Est-ce que vous avez tracé vos passerelles? Est-ce que vous avez développé votre diplomatie? Mais bien sûr, n'est pas n'importe qui. Vous avez des gens parmi vous qui ont quand même des carnets d'adresses. Bien sûr, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Voilà, c'est pourquoi nous ne sommes pas satisfaits. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas tellement marché. Nous n'avons pas eu beaucoup de contacts avec eux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la CEDEAO même. La CEDEAO qui est la cheville ouvrière de la facilitation. Mais eux aussi, c'était difficile. On les téléphone, on demande des rapports, ils n'envoient pas les rapports. Donc ça a été vicié dès le début et je crois que c'est une erreur. Mais pourquoi vous n'avez pas porté sur la place publique ces inquiétudes? Non, on l'a porté sur la place publique. Ben, bon, peut-être on était un peu plus poli, mais moi, on l'a porté sur la place publique. On téléphone pour prendre des rendez-vous qui ne sont jamais donnés. On n'a jamais rencontré le président de la CEDEAO, par exemple. Vous voyez, malgré... C'était un refus ou... Je ne sais pas, on ne l'a pas rencontré. C'est tout ce que je peux dire. Refus ou bien je suis chargé, mais c'est ça. Mais plusieurs fois, on a émis des vœux, des souhaits pour les rencontrer. Donc ça a beaucoup joué. Et de telle sorte que parfois, on se pose la question, contrairement à ce que le président guinéen a dit, si ce n'était pas un syndicat de chefs d'État. Mais est-ce qu'on pouvait choisir d'autres personnalités? C'est possible. En dehors des chefs d'État? Non, ça, dans la mesure où, un des protagonistes de la crise, c'est un chef de l'État. Qui pouvait-on trouver comme facilitateur? Eux, beaucoup de fois, en RDC, on avait choisi des experts qui ont travaillé. En l'occurrence. Voilà. Après, que ce soit au Burundi, la même chose. Dans beaucoup de pays, ça s'est passé. On prend des experts, des gens, des personnalités qui font le travail, qui rendent compte au chef d'État. Et pourquoi vous avez accepté même, c'est un euphémisme, pourquoi vous avez applaudi le choix de ces chefs d'État? Ça a été une erreur de notre part, il faut le reconnaître. On a pensé, compte tenu de la personnalité de certains des facilitations, on dit qu'un travail objectif serait fait. Et pour nous, on a pensé qu'ils devaient mettre... En fait, ils nous avaient dit que lorsque le dialogue va commencer, ils vont mettre à la disposition de certains de leurs représentants et on va travailler. Malheureusement, il y a eu seulement une seule réunion du comité de suivi, si vous vous rappelez, le 23 septembre. C'est tout. En dehors de ça, depuis le 31 juillet jusqu'aux élections, il n'y en a rien eu. Professeur Gouguet, est-ce que vous avez finalement le sentiment que vous vous êtes fait rouler dans la farine? Mais non, quel que soit les cas, nous devons nous poser une question. Je ne peux pas dire qu'on s'est fait nécessairement rouler dans la farine. Nous devons nous poser la question pourquoi la facilitation a marché ainsi.
nous devons sérieusement nous poser la question. Ça va nous permettre... C'est vous qui n'avez pas compris les règles, les mécanismes de la diplomatie. Non, on a compris. Oh, non, on a compris. Vous voyez, on n'est pas des enfants. On comprend les règles de la diplomatie. Mais pourquoi le soutien ou bien la compréhension? On avait au début l'impression que la facilitation avait notre oreille. Nous avons l'oreille de la facilitation. Mais pourquoi brusquement ça a changé totalement? On ne pouvait pas la voir. Ça, nous devons réfléchir pour en trouver les causes. Peut-être les fautes reviennent, nous avons une grande responsabilité de ça. Peut-être, mais il faut qu'on réfléchisse pour y arriver. Certains disent aussi que les chefs d'État qui seraient des facilitateurs, à un moment, ont été excédés par l'intransigeance des leaders de la coalition de l'opposition. Non, je vous dis qu'on doit réfléchir pour savoir pourquoi on a obtenu cela. Bon, c'est ce que je peux vous dire maintenant. Il est possible que... Mais ce que nous avons réclamé, on l'a réclamé dès le début. Et il n'y a rien d'extraordinaire qu'on a... Je ne vois pas où on était excessif. En février, par exemple, quand Nana Akufo-Addo, oui, le président ghanéen, vous proposait de laisser tomber l'histoire du mandat du chef de l'État de 2020 pour parler des questions électorales. Oui. Et que vous lui avez envoyé à la figure un nom sec. Non, on n'a pas envoyé un nom sec. On a dit qu'il est préférable de commencer par là parce qu'on pensait que c'était une suite logique. Oui, mais est-ce que ce n'est pas à ce niveau-là que non, je ne peux pas les choses ont tourné mal? Non, je ne peux pas affirmer. C'est possible mais je vous dis qu'on doit réfléchir sur tout ce qui a mené au résultat. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore planché là-dessus? On a planché, mais vous savez que c'est difficile. Parfois, il peut y avoir des discussions parallèles ou bien officielles. Tout ça. Parce que pour certains, c'est le jour-là que vous avez raté le coche, quand le président lui-même vous dit « parlons des élections, des conditions d'organisation des élections d'abord » et que pour réponse, c'est un long mémorandum que vous avez sorti. Non, on avait déjà envoyé le mémorandum. Oui, mais comme réponse, c'est le mémorandum que vous avez sorti. Le mémorandum était là depuis. Et de deux, il y avait un règlement intérieur du dialogue qui avait été adopté, qui montrait la séquence des... On s'était mis d'accord sur la séquence du dialogue. Vous voyez, donc on ne peut pas nous accuser de... On n'est pas sorti de ce qui avait adopté de concert entre l'UNIR et la facilitation et nous. Donc il n'y avait rien de nouveau. Le mémorandum, on l'avait envoyé depuis. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que Akufo-Addo et comment on l'appelle, le président guinéen, Alpha Condé, oui, était fâché contre vous à un moment donné? Fâché pourquoi? Mais s'il joue la facilitation, il ne peut pas être fâché. Moi, je ne comprends pas. Nous sommes en négociation. Vous avez déjà négocié avec les syndicalistes? Ils vont demander le salaire, vous savez ça. Mais après, ils peuvent se produire quand ils ont 10%. Vous ne pouvez pas... c'est naïf. Si c'est vrai qu'ils se sont fâchés pour ça, ils sont naïfs. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que, lorsque les gens vont en négociation, que quelqu'un vous dise, voilà, moi, je suis prêt à accepter ça. Non. Il peut monter les anciens maîtres en sachant qu'il peut être prêt à accepter ceci. Si vous êtes facilitateur, vous n'arrivez pas à comprendre ça, je regrette. Ça, ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas notre faute. Mais... oui. Justement, quand les chefs d'État ont commencé par obtenir des concessions pour quelles concessions ils ont obtenues? Le problème de la CENI, ensuite le recensement électoral, les 3 jours supplémentaires. Ça, c'est des concessions. Les gens sont demeurés en prison pour n'avoir rien fait. Ces mesures d'apaisement, c'est sérieux. On arrête des gens ont fui le Togo. Vous savez ce qui s'est passé à Mango? À Mango, on n'a pas respecté la loi. Nos gens ont demandé une autorisation. Ils ont fait une lettre d'information pour manifester un jour. Le préfet a accepté. La veille, le chef canton, ou bien le chef canton de la ville, va voir le préfet pour dire les jeunes d'Uni vont manifester le lendemain. Donc, il n'a pas respecté la loi. Le préfet de Mango lui dit, écoutez, ça va donner des problèmes parce que Mango, c'est une petite ville. Les deux groupes vont se rentrer dedans. Il a dit non, qu'ils vont manifester. Effectivement, ce que le préfet a projeté, c'est passé. Les gens se rentrent dedans et se tabassent. Un de nos militants, on le casse le bras. Bon, ça a entraîné d'autres. La violence a monté d'un cran. On poursuit nos gens. Le chef canton est là, il se balade. Vous trouvez ça normal que quelqu'un qui n'a pas respecté la loi, ce qui a entraîné une violence, encore un responsable politique, en principe, un chef canton n'est pas responsable politique, mais c'est ce qu'il a fait.
On le garde, il est là. Et nos jeunes, on les apprend. Oui, mais est-ce qu'il ne revient pas à la justice de se prononcer sur ces cas? Mais pour l'autre, la justice ne peut pas se prononcer sur son cas. Les milices qui ont tué des gens, qui ont violenté des gens en octobre 2017, ils sont où? C'est vous qui le dites. Ah bon? Vous ne l'avez pas vu? Bon. Les ambassadeurs n'ont pas écrit, n'ont pas fait un communiqué sur ça. Eux, ils sont là. Ils n'ont pas été inquiétés. Et vous pensez que c'est normal? D'accord, pour nous, on prend quelqu'un qui sort pour aller acheter à manger. Il n'était même pas concerné par la... Donc, le président Ghanéen avait dit que, écoutez, cette affaire de mesure d'apaisement, il faut traiter ça de manière politique. Vous ne pouvez pas traiter ça de manière judiciaire parce que des gens du NIR ont commis des crimes, des gens des forces de l'ordre ont commis des crimes, ils ne sont pas inquiétés. Pourquoi vous arrêtez les autres? Donc, essayez de trouver... Mais ce qu'il a dit là, ça n'a pas été exprimé dans les communiqués, dans les conclusions. Non, mais non, ça, demandez aux gens du NIR, il a dit, nous avons répété ça. Oui, mais pourquoi c'est pas sorti sur la feuille de route? Sur la feuille de route, on a parlé de mesures d'apaisement, libération des prisonniers, ou alors par voie judiciaire. Bien sûr. Non, ça nous a fait poser problème. Je vous dis, ça nous a posé. Mais c'est ce qu'il avait dit. Nous, si vous lisez nos écrits, nos communiqués, nous avons mis ça dedans. Bon. Mais voilà, donc les mesures d'apaisement. Bon, vous dites qu'ils ont obtenu... Est-ce que vous savez même que même cette affaire de 8-8 là, c'est dans le code électoral. C'est dans le code électoral. C'est dans le code électoral. 8, donc on vous l'a obtenu. Pourquoi vous n'avez pas siégé finalement? Pourquoi dites-vous qu'on l'a obtenu? On demande... Vous voyez, l'application de la loi devient une concession. Mais c'est grave pour le Togo. Oui, mais ça devient une concession. Le code électoral n'avait pas dit que c'est la coalition qui allait nommer les 8. Non, pour le code, c'est les partis parlementaires qui... Exactement. Oui, c'est nous qui devons nommer. Donc, tous les partis parlementaires de l'opposition étaient dans la C14, malheureusement. Oui, mais sauf l'UFC qui est parti de l'opposition. Mais le cas de l'UFC, on n'a pas posé ça sur le plan de savoir si l'UFC était parti d'opposition ou non. Hein. Je vous l'explique. Pour l'UFC, nous avons dit, si on prend la répartition informelle qu'on applique à l'Assemblée nationale, les 5 parlementaires qui devaient représenter l'opposition, il y a 3 qui devaient revenir à l'INC, 1 devait revenir au CAR, un autre, le dernier, devait revenir soit à l'INC, soit à ADI. C'est ça qui a été appliqué en 2000. ANC ou UFC? UFC ou ADI. C'est ça qui a été appliqué en 2014 avec le soutien de l'UNIR. L'ANC avait pris ce siège. Oui, l'UFC avait pris ce siège. Donc, en principe, procéder de bonne manière, comme on dit. En 2018, ça revenait à ADI. Bon, mais laissons ça de côté, parce que nous avions le même nombre de sièges. Mais malheureusement, ou bien heureusement, le 22 octobre, si vous vous rappelez, il y avait la députée Koukoupa qui a démissionné du sursaut national pour venir à ADI, ce qui faisait que ADI avait plus de députés que l'UFC. Donc le problème du 5e membre de la CENI pour l'opposition ne se posait plus. ADI ayant plus de députés que l'UFC devait avoir ça. Que l'UFC soit parti d'opposition ou bien, bon, je ne sais pas quoi dire, mais le problème qu'on a posé en ce qui concerne l'UFC, ce n'était pas parce que l'UFC était ou non parti d'opposition. Donc Mais au-delà de tout, oui. Vous avez obtenu les 8 sièges. Bon, je vous dirai pourquoi. Qui ont été nommés le 23 septembre à l'Assemblée nationale. Attends, oui, pourquoi on a passé le 23 septembre. Évidemment, on en a discuté longtemps avant d'arriver à la décision de non siéger. Des gens étaient pour. Bon, je ne vais pas vous dire. C'était plus ou moins équilibré. Le 23 septembre, on a dit qu'on a jusqu'au 30 pour envoyer nos gens à la CENI. Ça a traîné, il fallait qu'on aille qu'on appuie avant que cette situation évidente soit réglée. Nous revenons, c'est le 8 septembre, 8 novembre, qu'on convoque l'Assemblée nationale. On discutait de quelque chose et puis nous dit, ah non, on va se suspendre et faire élire les membres de la CENI. À la CENI. On vote. Et n'oubliez pas, le 23 septembre, les conclusions du comité, de la réunion du comité du suivi disposaient que c'est la CENI recomposée qui devait revoir le chronogramme. D'accord? On s'est réunis, on vote, on nomme, l'Assemblée nationale nomme les membres de la CENI, de la C14 devant participer à la CENI
je crois à 15h30 ou 16h. À 17h, le gouvernement convoque le corps électoral. Qu'est-ce que la CENI devait faire alors? Dites-moi, qu'est-ce qu'il restait à la CENI de faire? Non, il y a des La choses... convocation du corps électoral n'est pas la tâche primordiale. Non, c'est la CENI qui propose. Non, c'est une tâche. Donc ça veut dire que tout ce qui est fait en amont est consolidé. Vous comprenez le recensement, la définition des bureaux, de localisation des bureaux de vote, etc. C'est déjà fini. S'il y a des erreurs faites auparavant, c'est fini. Le corps électoral est convoqué, vous devez y aller. Mais est-ce que vous Il n'y avait aucun travail à faire. Siéger à la CENI, il faut faire quoi? Relever les erreurs dont vous parlez, les présenter à la face du monde et demander le report ou non des élections. Non. Ça, c'est de jouer, c'est de jouer. Pourquoi d'abord, on a attendu après, peut-être parce qu'ils avaient déjà pris le décret convoquant le corps électoral, c'est pourquoi ils ont demandé d'élire les gens. Non, sachez que il y a eu, on peut trouver des fautes, des choses, mais sachez qu'il y a eu mauvaise volonté, mauvaise foi. Il y a eu mauvaise foi. On aurait pu peut-être aller. Mais n'oubliez encore qu'au niveau de la CENI, les décisions sont prises à la majorité simple. On pouvait aller, mais la majorité étant déjà acquise, bon, on proteste. Mais est-ce que vous n'êtes pas tombé quelque part dans le panneau Non, c'est trop facile de dire ça a posteriori. Parce que lorsque vous voyez tout ce qui s'est fait pour le recensement, on dit vous pouvez déposer vos listes le 30 septembre. On a déposé le 30 septembre. Les gens nous font des reproches, donc vous aurez pu déposer le 24 septembre ou le 25 septembre. On dépose le 20. Même le 23 septembre, on dit vous allez déposer le 30 et le recensement commence le 1er octobre. Vous comprenez? On dépose le 30 septembre. Il faut qu'il soit nommé. Il faut qu'il prête serment. Il faut qu'on revoie les CELI, les CLC, alors qu'on a commencé déjà le recensement. On leur a dit que c'est irréaliste. Malgré cela, ils ont continué. Non, c'est trop facile de dire que non, vous êtes tombé, vous n'avez pas fait. Non, il faut reconnaître que ça n'a pas marché. Le gouvernement a été malhonnête. La CENI et la CEDEAO, je ne sais pas, ils n'ont pas peut-être compris. Mais bon, la situation est qu'elle est. Mais je crois que sur ce point, peut-être on a commis des erreurs, mais je crois que les erreurs n'étaient pas voulues. Je ne pense pas qu'on puisse nous attribuer. Malgré tout, les élections ont lieu. Ouais. Des élections saluées d'ailleurs par la communauté internationale et la CEDEAO qui a donné son satisfait à ces élections lors du 54e sommet. Non, nous avons, en tout cas pour nous, et nous nous posons beaucoup de questions sur l'efficacité de la CEDEAO à résoudre des crises de ce type. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne peux pas aller très loin, vraiment. Personnellement, nous avons été très... Le chef de file de l'opposition, ou on va dire maintenant l'ancien chef de file de l'opposition, a parlé d'un complot ourdi par le parti au pouvoir et la CEDEAO. Moi, je l'ai écouté il a dit, de mes propres oreilles. Tout ce qu'il dit, c'est que nous n'avons pas compris. Vous confirmez ces propos? Non, tout ce que ça ressemble à un complot? Non, c'est que je peux dire que nous n'avons pas compris le comportement de la CEDEAO. C'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin. Vous n'avez pas compris, ça veut dire que la CEDEAO aurait pu avoir raison? Ah non, je ne pense pas que la CEDEAO ait raison. Mais vous dites que vous n'avez pas compris. Non, je n'ai pas compris. Le jour où vous comprendrez, vous lui donnerez peut-être raison. Non, je n'ai pas compris. C'est-à-dire que je n'ai pas compris pourquoi ils sont allés jusqu'à appuyer tout ce qui s'est passé. Je dis le jour où vous comprendrez. Non, c'est ce que je n'ai pas compris pourquoi ils sont allés appuyer jusqu'à ce niveau. C'est plutôt ce que je vais dire. Je trouve que c'est une erreur d'avoir appuyé jusqu'à ce niveau. Mais pourquoi ils l'ont fait ainsi? Est-ce que complot ou pas? Ça, je ne peux pas. Je m'engage pas. Et que dites-vous de leur appréciation du processus électoral? Ils se sont trompés. Ah bon? Ils se sont trompés. Malgré leurs observateurs, malgré les rapports que vous envoyez? Non, je vous ai dit, il y a les observations avec 40 observateurs pour un corps électoral de 2 millions, plus de 3 millions d'électeurs et près de 8 000 bureaux de vote. Je trouve que les observations dans ce cas, on doit se poser beaucoup de questions. Je vous ai dit que moi-même, j'ai fait des observations. Je trouve que si on n'est pas vigilant, surtout que parfois, ils prennent des gens, des personnalités
qui ont des horaires de travail. Ils vont dire, ils commencent à 9 heures, et puis à midi, ils vont déjeuner. Ils vont... Moi, je l'ai fait. Hein. J'étais l'un des plus actifs. Mais je dis que je ne peux pas me prononcer. En 5 minutes, parlons donc des conséquences de votre boycott des élections législatives. Oui. La coalition de l'opposition n'est plus à l'Assemblée. Oui. Est-ce que ce n'est pas un drame? Non, ce n'est pas un drame du tout. Ce n'est pas un drame du tout dans la mesure où, en allant aux élections, ils pouvaient nous attribuer le nombre de députés qu'ils voulaient parce que nous n'étions pas dans les structures, dans les CLC, dans les CELI et à la CENI, à la Cour constitutionnelle. Vous voyez ce qui s'est passé en RDC? Le candidat de la présidence, ou bien le mouvement du président a eu peut-être 20%, je crois, mais ils ont eu combien de députés? La majorité. Vous trouvez que c'est réel, ça? C'est fictif. On ne peut pas le dire parce que mathématiquement c'est possible. Non, les législatives n'ont pas grand-chose à voir avec la présidentielle. Vous croyez que un parti qui a des députés ou bien des gens potentiellement être élus et députés pas sur des bases très favorables. Oui, mais parce que s'ils sont crédibles, faut qu'on puisse dans des pays, on voit des présidents élus mais qui perdent la majorité à l'Assemblée. Ils perdent de combien? Mais parce que c'est simultané. Si quelqu'un est jugé crédible pour être député et puis défend un président, les gens ne votent pas pour lui, c'est assez fort. Mais surtout, c'est sûr qu'il pouvait perdre, mais l'écart est trop élevé. Il a 250. Le mouvement qui suivait avait, je crois, 60 députés. Vous voyez. Donc, on peut vous attribuer. Vous voyez même que des gens du NIR ont protesté contre les résultats qui ont été déclarés. Donc, c'est des députés. Le président de l'Assemblée nationale, le président Abbas Bonfo. Oui, mais il a fait un poste. Après, il est rentré dans les rangs. Non, il n'a rien dit après. Il est rentré dans les rangs. Qui ne dit rien comme ça. Ah bon? Ben, l'important, c'est qu'il a protesté. Et à Bassa, ou bien on a montré que le candidat du PDP n'avait pas suffisamment de voix pour gagner. Oui, mais qu'il a constaté, ça, ce que on a montré les PV. Donc, vous croyez en tous... À quoi? À tout ce qui se fait voir sur les réseaux sociaux? Non, pas nécessairement. On a des gens de Dingpan, non. Vous n'oubliez pas que un des députés de Dingpan, de la législature passée, était du DSA, M. Tarkon, qui est de la C14. Ne croyez pas qu'il n'y a pas de gens là-bas? À Bassar, ce que nous avons comme information confirmait ce que le président Abbas Bonfo a dit. Et ensuite, vous dites que... je dis que ça n'est pas tragique. Donc, ils auraient pu, si on participait, ils auraient pu nous attribuer un nombre de sièges qui nous permettrait pas d'avoir la minorité plus important. Non, ça c'est des hypothèses que vous dites. Telles que les choses étaient structurées, on pouvait ne pas avoir ça. Et si on n'a pas ça, ça a été structuré de la même manière. Ça ne nous a pas empêché d'avoir le nombre de députés que vous avez eu à la 5e législature. Oui. Alors, si on avait, supposons qu'on n'avait pas la 5e législature, on avait la minorité de blocage. Mais on avait, on avait ça. Ils ne pouvaient pas adopter des lois de révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Mais supposons que si on était parti, on n'avait pas ce minorité. On nous donnait seulement 15 députés. Qu'est-ce qu'on allait dire? Mais les députés ne se donnent pas. Mais vous voyez ce qu'ils ont fait, là. Ils ont été élus. Ils ont été élus. Vous pensez qu'ils n'ont pas été élus? Non, certains, quelques rares ont été élus. Mais peut-être qu'ils ont été élus, puisque c'était un combat sans adversaire. Peut-être qu'ils ont été élus. Mais malgré ça, il y a eu des députés qui n'ont pas été élus. Mais est-ce que vous n'avez pas contribué à donner plus de pouvoir à unir? Non, c'est trop dire. Supposons le fait qu'on ne soit pas, ils ont pris le pouvoir. Les gens savent dans quelles conditions ils ont pris ce pouvoir. Mais si on allait, supposons qu'on allait, on n'a pas de minorité de blocage, ils pouvaient faire tout ce qu'ils veulent. Le pouvoir qu'on aurait donné aurait été légitime. Et ça, je ne pense pas qu'on était prêt à aller dans ce sens. Ils savent que leur pouvoir n'est pas assis sur de bonnes bases. Donc, on espère qu'ils vont tenir compte de ça. Est-ce qu'il y a une autre base que la légalité, ce que disent les tests? Non, la légalité est différente de la légitimité. La légitimité n'a aucun instrument de mesure, M. Gogué. Non, la légitimité, non. Lorsque vous voyez à l'OB qu'il y a peut-être moins de 15% de participation, vous pouvez vous demander s'ils sont légitimes. Il n'y a pas de chiffres, mais on sait. Pourquoi, lorsqu'il y a des boycotts, souvent on dit ce qui est important, c'est de voir le taux de participation.
vous savez, on le dit souvent, qu'il faut voir le taux de participation. C'est ça qui va définir la légitimité. Si dans un pays a l'habitude d'avoir un taux de participation élevé et que ça a baissé considérablement, et c'est pourquoi les gens forcent souvent à augmenter le taux de participation. En une minute, qu'allez-vous faire maintenant? Qu'allons-nous faire? Nous allons trouver des moyens pour pouvoir... Pour nous, nous disons que nous n'excluons pas nos portes pour la discussion, ne sont pas fermées. Bon, nous allons y travailler pour pouvoir qu'on discute, pour pouvoir avoir un accord. Ça ne s'est pas fait. Nous avons été... L'expérience que nous avons eue avec la CEDEAO n'a pas donné les résultats escomptés. Loin de là, peut-être ça a aggravé la crise. Bon, nous espérons que les gens vont comprendre que ce n'est pas une solution durable pour le pays. Nous allons continuer sur cette voie. Bon, si ça ne marche pas, nous allons continuer. Bon, à très court terme, nous allons faire le travail de terrain. Bon, dès la semaine prochaine, je pars. Je pars pour continuer le travail de terrain parce qu'il faut sensibiliser la population sur ce qui est arrivé, sensibiliser la population que nous n'avons pas obtenu ce que nous voulons, mais nous devons continuer. En 2002, on n'avait pas de députés, mais on est parti aux élections en 2007. Mais ceux qui parlent de renouvellement de la classe politique, déjà, c'est aller vite en besogne. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Ça le renouvellement de la classe politique ne concerne pas seulement... Ça veut dire qu'on a tourné votre page. Pourquoi on a tourné notre page? Non, au niveau d'Adine, on fera un congrès. Toujours nos congrès, on fait beaucoup de changements. Le renouvellement de la classe politique ne concerne pas seulement l'opposition. Ça concerne aussi unir. Donc, quand on parle de renouvellement... Vous voyez, dans nos partis, dans beaucoup de nos partis, je sais qu'il y a certains partis où c'est un peu plus compliqué, mais dans nos partis, le jeu est très ouvert, hein? Très, très ouvert. Vous avez vu comment nous avons promu des gens, des jeunes qui sont venus. On a promu. Donc, le jeu est très ouvert. Et ce qui n'est pas le cas, peut-être dans tous les partis, ce n'est pas le cas, mais sur moi, c'est très ouvert. Donc, même le renouvellement de la classe en un mot, pour la C14, c'est la chute ou une traversée du désert pour la terre promise, en un mot? Non, ce n'est pas la chute. C'est pas la chute. Il y a les élections locales bientôt, on verra comment on va décider. Et puis il y a les élections présidentielles en 2020. Ça, c'est un an, ça. Ce n'est pas la chute. Nous devons redéfinir nos stratégies. Nous devons beaucoup faire de travail de terrain. Merci, professeur Gougué. Merci, Gilles. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition du journal. Voilà,